ici au nom de la Ligue des droits de l'homme pour lancer nos 3 jours d'activité. Notre cycle d'activité, c'est consacré aux droits humains et aujourd'hui avec ce colloque introductif. Alors, d'année en année, et je m'en réjouis, il y a plus en plus de monde dans la salle. Cela montre que nos sujets pour ce FDH, ce Festival des droits humains, attire de plus en plus de monde, la qualité des sujets et la qualité évidemment de l'équipe organisatrice de la Ligue des droits de l'homme, que je remercie ici au passage pour ces 3 jours dont vous avez vu le programme. Alors, la Ligue des droits de l'homme, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, ou ceux qui ne sont pas membres, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas encore membres de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, c'est une organisation qui lutte contre toute forme d'injustice en Belgique, toute atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés, et pour ça, nous faisons un travail de sensibilisation, d'éducation permanente aux droits humains, aussi un travail de recommandation par rapport à tout ce qui touche aux droits humains et aux libertés fondamentales, et parfois nous devons nous radicaliser également en entreprenant, si le pouvoir politique, le gouvernement n'écoute pas nos recommandations, par exemple lorsqu'il nous invite gentiment au Parlement pour donner notre avis sur tel ou tel projet de loi et qu'on se rend compte qu'il n'y a même pas une virgule qui change dans le projet qui est voté, majorité contre opposition, nous devons nous radicaliser et saisir les tribunaux, faire des recours en justice par exemple, pour attaquer devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État des lois qui sont votées et qui portent atteinte ou qui rognent les droits fondamentaux des citoyens. Et évidemment, nous sommes une petite organisation, une douzaine de permanents, c'est l'équipe de la Ligue des droits de l'homme, et puis des dizaines et des dizaines de bénévoles qui s'engagent pour les droits humains, dont votre serviteur aujourd'hui qui va animer la journée. Nous sommes des bénévoles engagés pour un monde plus juste finalement. Et vous verrez ce petit fascicule agir au quotidien avec la Ligue des droits de l'homme, vous l'aurez vu à l'accueil. N'hésitez pas à vous faire membre, prix réduit pour les étudiants évidemment, et c'est aussi pour nous une marque de confiance et un renforcement dans notre action, parce qu'une organisation pèse aussi évidemment par le nombre de ses membres. Votre présence aujourd'hui nous réjouit. Pour cette journée, ce colloque de la radicalité et des ailes donc toute la journée, ce matin, avec un panel d'orateurs. Aujourd'hui, on va se questionner le concept de radicalité sous différentes approches, surtout dans cette période où la lutte contre le radicalisme, depuis les attentats qui ont frappé l'Europe et l'Occident, où finalement la lutte contre le radicalisme légitimise une inflation législative, on en parlera, et la création de différents organes, associations, personnes désignées pour déradicaliser, un mot que je trouve un peu bizarre et qui résonne étrangement comme dératiser, je trouve, et qu'on doit manier avec prudence. Parce que finalement, c'est quoi la radicalité? C'est quoi être radical? Et c'est justement sur ces concepts-là qu'on veut réfléchir aujourd'hui, avec d'abord la perspective historique qui sera présentée et partagée avec nous par Anne Morelli, professeur à l'ULB, professeur à l'université de l'ULB, qu'on ne présente plus tellement que ses écrits. Et moi je me souviens quand j'étais très jeune, un de vos premiers livres, Les mythes fondateurs de la Belgique, et c'est comme ça que j'ai appris à vous connaître. Et donc pour ceux qui se posent la question dans la salle, Madame Morelli n'est pas la maman de David Morelli, qui est un des grands manitou de la journée ici. Mais, donc voilà, les perspectives historiques, on va commencer par ça, puis on va changer l'ordre de la présentation de la journée. La perspective politique d'abord, avec Nick Gors, docteur en sciences de gestion et permanence syndicale, parce que Nick a une très bonne raison de devoir peut-être quitter l'Assemblée. Il va devenir papa, probablement aujourd'hui, comme ça vous savez. Et puis partir sur la perspective philosophique
Une idée radicale était la condition nécessaire d'une réflexion féconde ou un obstacle à l'évolution de la pensée par Madame Marie-Josée Monzin, philosophe et écrivaine, directrice de recherche au CNRS. Voilà, et vous avez vu sur le fascicule de présentation du colloque, on vous cite d'ailleurs, la confusion entre la radicalité transformatrice et les extrémismes est le pire venin que l'usage des mots inocule jour après jour dans la conscience et dans les corps. Je pense que c'est une vraie question. Je vais encore garder le micro un tout petit instant par rapport à l'actualité. L'actualité autour du concept de radicalité, en rebondissant sur cette citation que je viens de lire. La radicalité, vous avez peut-être entendu notre secrétaire d'État, Theo Franken, à la radio lundi matin faire sa petite séance de musculation hebdomadaire en disant « Je vais expulser l'imam radical de la grande mosquée de Bruxelles. Il est dangereux, il est une menace pour notre sécurité nationale et l'ordre public, c'est très important, donc je vais l'expulser. » Le journaliste lui dit « Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez avoir des problèmes avec l'Arabie Saoudite ?» Oui, probablement, mais notre sécurité nationale passe avant tout. Et alors, je me faisais la réflexion, j'entendais ça le matin, j'étais dans ma salle de bain, la radio du matin, je me disais, mais si notre sécurité nationale passe avant tout, pourquoi continuons-nous à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ce même pays où on va expulser cet imam radical de la mosquée, peut-être pour de très bonnes raisons, ce n'est pas ça le débat, mais au niveau de la cohérence, et justement, par rapport à la politique internationale, nous avons des entreprises belges d'armement. Notre meilleur client, c'est l'Arabie Saoudite. Ces armes légères se retrouvent au Moyen-Orient sur les terrains de combat en Syrie et en Irak. Et nous continuons à vendre les armes à l'Arabie Saoudite, alors que notre ministre des Affaires étrangères a dit au mois de juin qu'il fallait arrêter et fait voter une résolution au Parlement fédéral pour dire on va arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Il faut un embargo sur les armes. La région wallonne, actionnaire principal de la FNRSTAL, a dit il faut que ça vienne de l'Europe. Maintenant que le même parti, le MR, est aux manettes en Wallonie, ça devrait pouvoir pourtant être possible, mais ça a l'air tellement plus compliqué, c'est beaucoup plus facile d'expulser simplement un imam radical. Un peu plus de cohérence. La radicalité en politique, moi quand j'entends le mot radical, ça me fait parfois sourire, mais il y a un parti qui se dit radicalement au centre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, être radicalement au centre, je ne suis pas sûr qu'eux non plus savent très bien ce que ça veut dire. La radicalité en politique, on parle aussi des extrémismes en politique, on en parlera ce matin certainement. Il y a l'extrême droite, et alors certains politiques justement du centre aiment mettre la gauche radicale dans le même paquet que l'extrême droite, en disant extrême droite, extrême gauche, c'est les mêmes dérives. Comme observateur et apolitique, j'observe simplement qu'à l'extrême droite, ce sont des thèses racistes, contraires aux chartes internationale de protection des droits humains, alors que à la gauche, il y a un respect de ces conventions internationales et on ne parle pas de thèses racistes ou excluantes. Et donc, dire l'extrême gauche, l'extrême droite, ce sont les extrêmes, non. Et donc, dans le choix du langage, et ça rejoint évidemment la citation que j'ai lue, dans le choix du langage, c'est peut-être mieux de parler d'extrême droite et de gauche radicale. Et j'aimerais prendre un dernier exemple par rapport à la radicalité, et c'est au parc Maximilien, ce qui se passe depuis la fin des vacances ou depuis les vacances d'été, où tous ces migrants sont dans le parc Maximilien parce que, de nouveau, chaque fois que c'est comme des vases communicants, quand l'autorité n'arrive pas à accueillir et enregistrer les demandeurs d'asile, on l'a vu il y a 2 ans, on le revoit maintenant, l'autorité, l'Office des étrangers faillit dans sa mission, le parc Maximilien se remplit de migrants. C'est comme des vases communicants. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Sous le prétexte qu'il faut éviter un Calais, un deuxième Calais, les autorités ont envoyé la cavalerie, si je puis dire, la police, pour faire des rafles. Alors on s'est beaucoup égosillé sur ce mot rafle en disant on ne peut pas utiliser ce mot rafle, il est trop chargé historiquement. Alors rafle, allez voir dans le Larousse, c'est une opération de police de grande envergure, inattendue, non annoncée, pour arrêter un maximum de personnes par surprise. Et c'est bien ce qui se passe, et se passait au parc Maximilien, le soir, le matin, au petit matin, au réveil, les personnes se faisaient arrêter.
Et qu'est-ce que des citoyens ont été faire? Et c'est là que je veux en venir, une solution radicale. Ils ont été, entre 8h et 10h du soir, par solidarité, pour prendre les migrants chez eux, notamment les Soudanais dont on a beaucoup parlé, les prendre chez eux, les loger chez eux, et la police qui venait au petit matin pour de nouveau arrêter son quota de personnes migrantes à arrêter pour envoyer un signal en disant pas de deuxième cas aller chez nous, hein, on veut faire de la musculation, envoyer un signal, ne trouvait personne à arrêter. Solution radicale des citoyens, on prend les migrants chez nous, comme ça on les enlève des griffes de la police. Avant-hier soir, on m'a relaté de nouveau que lors de ces opérations citoyennes radicales, une voiture avec 2 personnes qui étaient venues chercher des migrants pour les loger chez eux a visiblement été suivie par la police, et donc un radical et demi, ils ont été suivis par la police, ils ont été arrêtés sur le territoire de la commune d'Uccle, donc c'est déjà un petit bout du parc Maximilien, et la police les a arrêtés, les a menacés des pires poursuites en disant ce que vous faites est illégal, ce qui n'est d'abord pas vrai, et puis surtout a arrêté les 2 migrants en disant et ça va être le centre fermé, vous allez voir. Finalement, il y en a un qui a été relâché parce qu'il était mineur, et l'autre a reçu un ordre de quitter le territoire, donc ça s'est pas trop mal terminé, mais visiblement la police tombe dans une politique extrême avec des moyens disproportionnés par rapport au but poursuivi. On pourrait en reparler. Et ma conclusion par rapport à ça, c'est que finalement des organisations comme la Ligue des droits de l'homme ou les organisations de défense des droits humains dans le monde, la Fédération internationale des droits de l'homme, traditionnellement nous avons une mission de vigilance et de recommandation par rapport aux droits humains, par rapport aux libertés fondamentales. Mais le contexte est tel actuellement où finalement, face aux 3 immenses défis de notre société que sont, et il suffit de voir dans l'actualité, et je l'ai dit dans le désordre, la lutte contre le terrorisme, l'immigration et les enjeux liés aux réfugiés, et la crise économique avec toute la situation des droits économiques et sociaux qui sont mis à mal même dans un pays riche comme la Belgique, face à ces 3 immenses défis et les réponses politiques qui sont apportées, eh bien, on n'est plus à l'heure de la vigilance et des recommandations, nous devons passer à l'offensive. Et c'était d'ailleurs le slogan de la FIDH lors de son dernier congrès l'année passée, donc ça regroupe 186 ligues des droits de l'homme dans le monde, et la Ligue des droits de l'homme belge y était représentée. Son slogan, c'était « Fighting back for human rights ». À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, « Fighting back for human rights », traduit en français, passer à l'offensive pour les droits humains. Alors oui, je l'avoue, je me radicalise. Eh bien, dans le vocabulaire politique qu'on entend sans arrêt dans les médias, il y a 3 mots qui me sont particulièrement odieux. Parce qu'ils sont employés tout le temps et qu'en réalité, personne n'est capable d'en donner une définition. Et ces 3 mots, c'est populisme, terrorisme, radicalisme. Alors, commençons par le premier, populisme. Lorsque vous dites ce matin, si vous dites ce matin que vous trouvez curieux que Madame Perraïta, après avoir tellement volé les pauvres, attende un parachute doré de plusieurs centaines de milliers d'euros, on vous dit tout de suite, mais vous avez là des propos populistes. Si vous dites, quand même, au lieu d'acheter de nouveaux avions, on pourrait peut-être restaurer l'école qui est en ruine à côté de chez moi, on vous dit, mais vous avez des propos populistes. Alors c'est quoi? Eh bien, populiste, c'est peut-être prendre la vie générale, la vie des gens normaux, pas la vie de ceux qui ont le pouvoir, et se faire l'écho de cet avis des gens ordinaires. Et immédiatement, vous êtes avec cette étiquette populiste, et comme le disait le président il y a quelques instants, on accole cette étiquette essentiellement à l'extrême droite et à la gauche radicale, en disant, vous voyez, ces gens, ils se font l'écho des masses populaires, et donc ils ne sont pas dignes de jouer le jeu politique, qui doit rester évidemment entre gens convenables,
les gens qui se représentent eux-mêmes. Donc ce terme, il est galvaudé, utilisé tout le temps, mais il n'y a personne qui pourrait dire clairement ce que ça veut dire. Le deuxième terme, terroriste, je vais m'y attarder longtemps parce que il y a 2 ans, c'était le thème de l'examen d'histoire en réto. C'est un peu comme le bac en France. Et j'ai donc été d'école en école faire des formations avec les enseignants, avec les élèves, pour réfléchir à ce thème de terroriste. Et là aussi, on se rend compte que c'est un terme qui est appliqué depuis plus d'1 siècle à certaines violences, mais pas à toutes. Il y a plus d'1 siècle, déjà, il y avait des terroristes anarchistes. Alors, pour la Belgique, par exemple, vous avez un anarchiste italien du nom de Rubino qui est un jour arrivé à Bruxelles pour tuer Léopold II. Bon, il n'a pas réussi, et je n'ai pas dit hélas, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas réussi, mais évidemment, il est considéré comme terroriste, régicide, etc. Et alors qu'il n'a tué personne, qu'il n'a même blessé personne, il va rester jusqu'à sa mort en prison, dans un régime d'absolu isolement qui rend n'importe qui fou, bien sûr, après l'une ou l'autre décennie. Donc, il y a là des terroristes, mais qui ont un but bien précis. À la fin du 19e siècle, ces anarchistes ont l'idée que le monde irait mieux si on supprimait les puissants de ce monde. Et donc, ils visent le président de la République, les rois, l'impératrice ici, etc. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, ceux qui ont été pincés, ils ont connu une vengeance terrible, une vengeance de classe. Et on applique contre eux le terme de terrorisme qu'on va encore appliquer, et c'était le thème justement de l'examen d'histoire de réto, qu'on va appliquer aussi au terrorisme de droite et de gauche qui ont secoué l'Europe dans les années 60, 70, etc. Alors c'était quoi ces terrorismes? Eh bien, il y avait un terrorisme de droite. Je reviendrai dans un instant sur l'OAS, par exemple, pour l'Algérie française. Il y avait un terrorisme de gauche radicale. En Allemagne, c'était la Rote Armee Fraction. En Italie, disons les Brigades Rouges, qui considéraient que leur pays était un pays occupé pour l'Italie. Mais Barbara Balzerani, par exemple, coupable d'avoir enlevé le général Fraser, qui était le général qui dirigeait les troupes d'occupation de l'Italie, elle ne l'a pas tué, il vit toujours, elle s'est pris quand même 25 ans de prison pour avoir fait cet enlèvement. Donc il s'agit à ce moment-là d'un acte qu'on considère comme terroriste, alors qu'il y a des terroristes que nous honorons, et moi particulièrement. C'est le cas des résistants, évidemment. Si vous allez au bout de l'avenue Louise, là où le tram tourne, vous avez un très beau casque doré, qui est le casque de Jean de Sélis. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jean de Sélis? Eh bien, contre l'avis de ses supérieurs, il a pris son avion à Londres, et il a foncé sur le bâtiment de la Gestapo au bout de l'avenue Louise, et il a tout mitraillé. Alors, il n'a pas eu le temps de voir, ça a l'air d'être la nettoyeuse, ça c'est plutôt la dactylo. Ben non. Mais il a relevé le moral de la population ici d'une manière extraordinaire. Les gens disent, c'est incroyable, en plein Bruxelles, occupé par les nazis, il y a quelqu'un qui a réussi à mitrailler le bâtiment de la Gestapo, et il y a un certain nombre de prisonniers qui étaient dans les caves de la Gestapo qui, à cette occasion, ont pu s'enfuir. Donc pour nous,
c'est un héros. Il est mort à 24 ans, je crois. Ce jour-là, que titrent les journaux allemands, les journaux belges, mais sous contrôle allemand, attaque terroriste sur Bruxelles, évidemment. Et si on prend la France, il y a une célèbre affiche rouge que les Allemands avaient placardée partout et qui relevait que le pays était en proie à des terroristes, à une armée du crime, etc. Donc, quand ce sont des actions qui nous semblent légitimes, on ne les appelle pas des terroristes, mais on les appelle des résistants. De même qu'en Palestine et en Israël, selon que vous êtes pro-israélien ou pro-palestinien, vous allez appeler des gens qui commettent des actes de violence un terroriste palestinien ou un résistant palestinien. Et donc on voit que ce vocabulaire est quelque chose d'extrêmement fluide, extrêmement subjectif. Et j'avais dit que je reparlerais de l'OAS, du terrorisme d'extrême droite. J'ai eu l'occasion d'interviewer très longuement un monsieur qui, lorsqu'il était jeune, a fait partie des terroristes de l'OAS. Alors j'explique pour les plus jeunes, c'était donc des Français établis en Algérie. Lui, sa famille est établie en Algérie, me dit-il, depuis 1834. Et au moment de l'indépendance de l'Algérie, ils ont l'impression d'avoir été trahis par le général de Gaulle qui les a abandonnés, et ils vont organiser toutes sortes d'opérations terroristes. Eh bien, à ce moment-là, je me suis dit, lors de cette interview, vraiment un des ressorts de ce terrorisme ou radicalisme, c'est qu'une démotivation, c'est très souvent de vouloir réparer ce qu'on considère comme une injustice. Alors, je ne dis pas que c'est une injustice, mais il le considère comme une injustice. Il dit, mes parents, mes grands-parents ont travaillé cette terre, elle est à nous, nous sommes des gens d'ici, et voilà, maintenant on veut nous rejeter, on veut nous envoyer en France que nous ne connaissons pas depuis le 19e siècle. Il m'a raconté toute une série d'opérations à sacrifier son propre père à ce qu'il pense être une lutte juste, à une lutte qui doit être victorieuse. Donc ça, je pense que c'est important pour comprendre ce concept de terrorisme. Et on voit facilement que le concept de radicalisme est très proche, évidemment. C'est un concept, lui aussi, dont personne ne voit très clairement en sciences sociales, en sciences humaines, ni la pertinence, ni l'utilité. Or, on a pour l'instant une masse de spécialistes, d'experts, c'est ça le mot, hein, chic, les experts en radicalisme et en déradicalisation. Alors ça s'explique comment? Eh bien, dans la peur des attentats, les pouvoirs politiques ont lâché beaucoup d'argent pour créer des groupes d'études, des centres qui se penchent sur le radicalisme, la déradicalisation, etc. Et donc, notamment les universités répondent à ces appels en disant « mais nous, on a des experts magnifiques à ce sujet ». Et tous les gens qui sont un peu sérieux considèrent que ce n'est pas un concept opératoire, c'est quelque chose de factuel, c'est parce que maintenant on est poussé à se poser des questions dans ce domaine. Alors, pour le radicalisme, je voudrais vous donner une petite anecdote que m'avait raconté mon vieux professeur, M. Stengers. Il nous a fait raconter que Édouard Herriot avait été arrêté à la frontière belge. Et pourquoi? Parce que Édouard Herriot était le fondateur du Parti radical français. Alors, ce Parti radical, il avait été fondé en 1901, il a existé jusqu'en 1972. Il y a eu 13 gouvernements en France qui ont été présidés par des radicaux socialistes. Et les slogans,
les fondements de ce parti, c'était laïcité, solidarité, humanisme, tolérance et universalisme. Ça ne nous semble pas très terroriste, mais pour le douanier qui se trouvait à la frontière belge et qui avait comme notice Édouard Herriot, radical socialiste, il s'est dit, là je tiens vraiment un terroriste. Et en fait, Édouard Herriot avait été souvent ministre, il a été président de la Chambre française, il a été 3 fois président du Conseil, ce qui est l'équivalent de Premier ministre, mais il avait cette étiquette de radical. Donc, il y a là des questions à se poser, bien entendu. Alors, on va certainement aujourd'hui aborder la question de la violence. Il y a des violences qui sont légitimées et des violences qui ne sont pas légitimées. Alors, dans les violences légitimées, je ne dis pas qu'elles sont légitimes, mais elles sont légitimées, il y a bien sûr les violences d'État. L'État peut utiliser des armes. Si le gouvernement, si l'armée américaine tue des Irakiens, ce sera considéré comme une bavure. C'est pas grave, une bavure, c'est une violence qui est légitime. Si dans une rafle, on exerce de la violence, c'est de la violence légitime, parce que c'est de la violence d'État. Alors, est-ce que face à cette violence-là, il y a aussi d'autres violences? Mais bien sûr, il y a des violences de rupture. Nous avons tous une grande estime envers les droits de l'homme. Et les droits de l'homme et du citoyen, ça vient de quoi? C'est tombé du ciel comme ça? Non, c'est lié à la Révolution française. Et la Révolution française, c'est quoi? C'est plein de violence, évidemment. Vous ne croyez pas que c'est tout d'un coup les châtelains qui ont dit bah, on va être un petit peu moins riches et on va partager avec nos paysans. Non, il a fallu vraiment les forcer et même en décapiter quelques-uns avant qu'ils lâchent du lest. Et donc, il y a des violences que, après coup, on peut considérer comme légitimes, mais qui, au moment même, ont naturellement engendré des réactions extrêmes. Alors, dans les motivations de ceux qui participent à ces violences d'hier ou d'aujourd'hui, j'en relèverai peut-être 3. Il peut y avoir un plaisir, je ne vais pas dire sadique, mais quelque chose comme ça, un plaisir de faire de la violence, et peut-être même de faire le mal. Il y a ça dans l'esprit humain, et il y a un certain nombre de gens qui développent ça dans la violence. À côté de ça, il y a la recherche de l'héroïsation. Pour un court moment, je vais être célèbre. On va voir ma photo à la TV. Je vais être un personnage important. Et c'est pas tout à fait faux. Et je vais vous donner un exemple historique où on se souvient d'un terroriste. Eh bien, il y avait une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité, c'était le temple d'Artémis à Éphèse. Eh bien, nous connaissons encore le nom de celui qui, en 356 avant Jésus-Christ, a incendié ce temple d'Artémis à Éphèse. Il s'appelait Érostrate. Et nous ne connaissons pas le nom de l'architecte qui a construit ce temple. Donc, Érostrate, il a eu non seulement son moment de célébrité, mais 2356 ans plus tard, nous savons encore qu'il a existé. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont envie d'être héros d'un jour ou de quelques siècles. Et enfin, comme 3e motivation, je reprends ce que j'ai dit pour l'OAS et les Français d'Algérie. Il y a la volonté de venger ce qui est ressenti, à tort ou à raison, comme une injustice. Et je prends l'exemple de Koulibaly. Eh bien, Koulibaly avait, en septembre 2000, vu un policier tuer son meilleur ami, Ali Rezghi. Alors, ce n'étaient pas des enfants de cœur.
en fait, pourquoi le policier l'avait tué, son meilleur ami? Ben, à deux, ils étaient occupés à charger sur une camionnette des motos qu'ils avaient volées. Et donc, son idée, c'est qu'il veut tuer des policiers. C'est une vengeance. Ou bien ils veulent venger leur groupe. Dans le cas de Rubino, l'anarchiste qui voulait tuer Léopold II, il voulait venger les manifestants qui, à Bruxelles et à Louvain, avaient été abattus par la police parce qu'ils demandaient le droit de vote, le droit du suffrage universel. Et le roi Léopold II avait dit tolérance zéro, tiré dans le tas. Et effectivement, il y avait eu des morts. Et Rubino, il veut venger ces morts du suffrage universel. Et donc, il y a cette volonté souvent de venger son groupe, de venger sa religion, parce qu'ils sont humiliés quelque part. Et on peut se demander aussi s'il y a un portrait type du terroriste. Eh bien, pour les anarchistes du XIXe siècle, que je connais assez bien, il y a en fait un portrait type tout de même. C'est rarement des gens qui, dans la vie, ont eu beaucoup de facilité. Alors, la radicalisation est souvent liée, ou le terrorisme, si vous voulez, est souvent lié à un échec scolaire, à un échec social. C'est une compensation à cet échec. Ils entrent dans une bande qui peut être politique, qui peut être une bande urbaine, qui peut être une bande religieuse, et là, ils vont accomplir des actes de transgression. Dans le cas des bandes urbaines, eh bien, ce seront d'abord des petits délits pour commencer. On conduit sans permis, et puis des vols de scooters, des vols de voitures, des cambriolages. Ils sont suivis par des services sociaux, ils passent devant le tribunal de la jeunesse, ils n'ont que des petits jobs en noir, ils font des trafics, ils sont détenus. Et la détention est souvent un déclic de radicalisation, si on met ce terme avec beaucoup de guillemets, parce qu'un certain nombre, soit de ces anarchistes du XIXe siècle, soit de gens de notre époque, ils se sont affirmés en prison. Ils ont rencontré des gens qui leur ont permis d'expliquer leur délinquance en termes politiques ou religieux. Mais non, tu n'es pas un délinquant, tu es simplement quelqu'un qui veut améliorer notre monde qui est pourri par les mécréants et les juifs, ou bien tu n'es pas un délinquant, mais tu es celui qui va tuer tous les puissants du monde et qui va nous venger, bien entendu. Et donc les attentats, que ce soit l'attentat contre Léopold II ou que ce soit des attentats récents, leur permettent de justifier par leur idéal une délinquance qui était déjà à l'œuvre. Et ils vont là utiliser leur savoir-faire qu'ils ont acquis précédemment, voler des autos, les conduire, utiliser des armes, etc. Alors, ce ne sont pas toujours des gens sans travail qualifié, mais ce sont tout de même très souvent des gens qui n'ont pas fait des études poussées, qui n'ont pas un travail régulier, qui sont limités à un ghetto territorial, qui n'ont pas, dans le cas actuel, beaucoup de conscience politique, mais qui ont acquis des éléments de conscience sociale en prison. Et leur modèle, mais pour les cas récents, leur modèle, c'est par exemple Scarface avec Al Pacino, ou bien le criminel Jacques Messry, par exemple Mera lisait la biographie de Messry. Et donc, il y a là une possibilité pour quelqu'un qui a été marginalisé de devenir quelqu'un de célèbre, quelqu'un dont on parle. Et il y a eu une enquête sociologique en Allemagne, et la sociologue Alexandra Heuser a observé des élèves allemands, des mauvais élèves allemands. Vous êtes tous des très bons élèves, hein, c'est autre chose. Mais les mauvais élèves allemands, il y en avait une proportion anormale qui se disait nazi. Et pourquoi? Mais pour choquer leurs profs, pour exister. Il y a ceux qui existent parce qu'ils donnent toujours la bonne réponse,
parce qu'ils ont un comportement conforme à celui qu'on attend à l'école. Et puis, pour exister, on peut aussi choquer le prof et dire qu'on est nazi. Et c'est une occasion de contester un ordre scolaire et social qui les exclut. Et je crois que ces références historiques que je vous ai données, aussi bien chez les anarchistes du 19e siècle que dans l'OAS des années 1960 ou dans le terrorisme rouge de l'Italie, doit permettre de faire un certain nombre de parallèles avec des situations actuelles. Et je dirais, pour terminer, ah oui, il y a aussi la déprogrammation dont vous avez parlé, déradicalisation. On en a beaucoup parlé il y a 30 ans à propos des sectes religieuses. Et quelqu'un était témoin de Jéhovah ou adventiste du 7e jour, les parents ne trouvaient pas ça bien et ils les confiaient à des déprogrammeurs. Ça n'a jamais marché, même par la violence. Mais il y a de gros budgets qui sont allongés par les pouvoirs politiques pour déradicaliser. Je ne sais pas à quoi ça mènera. Alors en conclusion, je dirais que personnellement, peut-être que ça me vaudra d'être arrêté à la sortie ici, je suis radical féministe, je suis radical antiraciste, je suis radical antifasciste, je suis radical anticlérical, je suis radical pour l'égalité sociale. Et donc, être radical, ce n'est pas toujours un vilain mot. Je vous remercie. Merci Anne-Aurélie pour cet exposé et pour cette conclusion très radicale. C'est très interpellant ce que vous dites par rapport notamment au populisme et ce mot galvaudé, où parfois on a l'impression qu'en Belgique et en Europe on s'aveugle sur le populisme et le populiste de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'on a des petits populistes dans notre paysage politique aussi, et qui sont même au sein du gouvernement belge. Et par rapport au terrorisme et vos exemples de terroristes, moi ça me rappelait que je suis évidemment beaucoup plus vieux qu'une grande partie de la salle, mais quand moi j'étais à l'école en Flandre, et c'est important que je dise que c'était en Flandre, dans les années 70 et début des années 80, Nelson Mandela, qui est aujourd'hui le héros qu'on connaît, prix Nobel de la paix, il y avait encore certains professeurs qui le dépeignaient au cours comme terroriste, parce qu'il était responsable avant sa détention dans les années 60 de la lutte armée de l'ANC, lutte contre l'apartheid, ce horrible régime politique de l'Afrique du Sud, qui a été unanimement condamné après. Mais donc on est toujours le terroriste de quelqu'un, et Mandela est un bel exemple de l'évolution ou du pire terroriste pour certains. Il est devenu le héros qu'on connaît. Et les violences légitimes ou illégitimes qui deviennent légitimes après coup, on peut aussi avoir l'inverse par rapport à la radicalisation des jeunes qui sont partis en Syrie. Moi j'aime bien rappeler les paroles de notre ministre des Affaires étrangères. En avril 2013, il a horreur qu'on les lui rappelle, c'est pour ça que je le fais, c'est qu'il a dit à la radio publiquement et à l'agence Belga, ces jeunes qui partent en Syrie aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on leur construira une statue. Ils rejoignaient, ils espéraient, et les départs en 2012-2013, c'est pas comme les départs ultérieurement, mais l'armée syrienne libre, et puis on sait ce qu'il en est advenu avec les groupes terroristes qui ont pris le dessus, et finalement, c'est des organisations terroristes qu'ils ont rejoints. Mais il faut se rappeler ce contexte des départs à ce moment-là, où même notre ministre parlait d'une statue éventuellement à leur retour. Et effectivement, quand on voit la manière dont c'est construit, et je retiens ça également de votre exposé, la manière dont se sont construits au fil des siècles, depuis la Révolution française et toutes les 2 siècles qui ont suivi et les dernières décennies, comment se sont construits les droits humains, c'est effectivement grâce à une forme de radicalité qu'on est arrivé à construire patiemment ces droits humains et à avoir ces droits humains et les libertés fondamentales aujourd'hui. Et tout le danger aujourd'hui face aux 3 défis que je vous ai rappelés tout à l'heure, c'est qu'on est en train de détricoter, de rogner ces droits humains
à une vitesse V', lutte contre le terrorisme, en quelques mois, on détricote nos droits humains et nos libertés fondamentales, où finalement le citoyen est amené à sacrifier ses droits et libertés pour une illusion de sécurité. Et c'est là aussi que le rôle de la Ligue des droits de l'homme est important. Alors on va enchaîner tout de suite, justement, avec cette perspective politique que Nick Gortz va nous exposer maintenant. Nick, c'est à vous. Ok, et bonjour à tous. Je commence par me présenter très rapidement, comme ça vous voyez un petit peu d'où je parle, quel est le background, ça permettra de cerner un petit peu mieux mon propos. Donc moi, je suis syndicaliste, donc ça veut dire que je suis payé, je suis permanent syndical à la CSC, et donc ça veut dire qu'en fait je suis payé par, en substance, les cotisations des affiliés pour organiser la solidarité entre les travailleurs, et principalement, en ce qui me concerne, dans le secteur du gardiennage. Avant ça, j'ai fait plein d'autres trucs, mais pour l'instant, c'est cette position-là que j'ai. Il m'a été demandé d'intervenir sur donc, la question de la radicalité politique, et il y avait en fait 4 questions, et ces 4 questions, ces 4 axes que j'aimerais en fait aborder avec vous. Le premier, pour structurer le propos, c'est la question de cerner ce que veut dire radicalisme, ou la radicalité. Donc Anne en a parlé tout à l'heure, c'est un concept qui a évidemment des angles multiples, mais donc pour répondre à ça, je vais vous donner un peu comment moi je vois la chose, et ça vaut ce que ça vaut, qui est mal aussi. Deuxièmement, la question de la méthodologie, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu pratiquer, on voit qu'il y a quand même en fait un certain nombre de traits communs, d'étapes méthodologiques qui sont propres à, en tout cas, certaines formes de radicalisme. Troisième chose, la question de la violence et la question de la conflictualité, plus particulièrement, où là je pense qu'il va y avoir pas mal de débats. Et finalement la question de la démocratie, où on m'a posé la question de dire est-ce que la radicalité est compatible, oui ou non, avec la démocratie, et donc la réponse, je pense, ne sera pas univoque. Premier point, cerner la question du radicalisme. Bon, en fait, je reprends la conclusion de Anne Morelli tout à l'heure. Elle a dit « Je suis, je ne me trompe pas, radicalement féministe, radicalement antifasciste, radicalement... » On a ciblé, en disant ça, elle a dit « En fait, je ne suis pas radical. » Donc, être radical dans l'absolu, bonne chance. Vous n'êtes pas radical par rapport à tout. Vous êtes radical par rapport à des sujets, par rapport à des projets, par rapport à une vision de société qui est en rupture avec un projet existant. Je prends l'exemple du féminisme, je dis que les droits des femmes sont attaqués. Ok, et bien voilà, non, par rapport à ça, il y a une réponse à offrir. Les droits des travailleurs sont attaqués, par rapport à ça, il y a une réponse à offrir. Donc, on est toujours, la question de la radicalité n'est pas une question absolue, elle est toujours une question qui est très thématique, ciblée. Vous avez des gens qui peuvent être extrêmement radicaux sur des sujets sociaux, extrêmement conservateurs sur des sujets familiaux. Donc, juste quand on parle de radicalité, je trouve que c'est important de pouvoir cibler la vision qu'il y a derrière, le projet qu'il y a derrière, et de montrer en quoi il est en rupture avec quelque chose d'autre. Donc le point de départ, c'est une vision. Deuxième chose, ça a été dit aussi, la question du contexte. Donc en fonction de la position que vous occupez dans le champ politique, ce que tu disais tout à l'heure m'a fait penser à une chanson de Mac Farley, qui est un chanteur irlandais, qui est une magnifique chanson qui s'appelle Terrorist or Dreamer. Cette chanson est magnifique parce que d'un côté, il prend la vision du gars, le même type qui fait les mêmes actions, et ce gars est considéré comme étant un terroriste. Et par contre, de l'autre côté de la classe, le mec est vu comme étant effectivement un terroriste et un révolutionnaire. Donc, la radicalité est une question à la fois à mettre dans une perspective de classe et à la fois une question de contexte. Quand vous voyez maintenant les programmes politiques qui sont écrits, vous comparez les programmes politiques par rapport à ce qui était écrit dans une extrême gauche revendique, ceux qui sont qualifiés d'extrême gauche, qui revendiquent maintenant, mettre dans les programmes, était le programme mainstream du PS dans les années 70. Corrige-moi si je me plante. Donc, vous voyez que le spectre politique s'est déplacé vers la droite, et donc du coup la notion même de radicalité, la notion même d'extrême, s'est déplacée vers la droite aussi. Donc, c'est pour ça pour dire que la question de la radicalité est une question qui est en fait nécessairement relative. Alors j'ai ensuite
Quand vous avez le projet, vous avez le contexte, donc vous avez un petit sac dans lequel vous avez mis un peu les radicaux, les mecs qui disent, voilà, moi j'ai un projet qui est en opposition avec la société ou tel autre projet. Vous avez un petit sac. Et vous pouvez répartir ce sac de deux manières, de nouveau. Premier, c'est ce que j'appellerais, peut-être à tort et de manière provocative, mais les radicaux de chambre et les radicaux d'action. Alors, les radicaux de chambre, réfléchissez autour de vous, probablement vous avez quelqu'un dans vos potes qui adore animer les soirées avec des sujets ultra controversiels, dans le sens où ils vont prendre une position très très forte et ils vont mener le débat, pour le plaisir et compagnie, en prenant des arguments toujours plus trash les uns que les autres. Et au final, vous arrivez à la fin de la soirée et à part tenir le crachoir, vous dites, ok, est-ce que le mec a fait avancer l'idée, oui ou non? Probablement, moi j'en ai comme ça parmi mes potes, là-dedans, vous avez en fait un certain nombre de gens qui en fait, ne sont même pas intéressés par ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils veulent juste c'est tenir le crachoir, mener le débat et l'amour du débat. Tant mieux pour eux, mais ces gens-là n'ont pas fait avancer la cause qu'ils défendaient. Ils ont juste parlé. À ça, il y a ce que j'appelle les radicaux en action. Et ça, en grande majorité, ce sont des gens qui sont en fait invisibles. Parce que c'est la plupart des gens qui n'ont pas nécessairement des compétences oratoires, n'ont pas nécessairement un courage démentiel d'aller faire des actions, d'aller se montrer ceci, cela, mais ce sont des gens qui disent, ok, voilà, moi j'ai un projet sur lequel je suis en désaccord avec ceux qui existent et je vais le faire avancer. Et je vais le faire avancer par mes petits moyens, comme je peux, avec ce que j'ai. Et donc ce n'est pas la figure mythique du grand héros révolutionnaire ou de la grande héroïne révolutionnaire, ce sont des petits gens qui font avancer des petites choses, mais qui, au fur et à mesure, par leur action combinée, font bouger l'île. Et ça, c'est, je pense, aussi, ce sont des gens qu'on doit qualifier aussi de radicaux. Alors qu'on a souvent cette image de héros. En fait, non. L'histoire sociale montre que, en fait, les 150 ans récentes d'histoire sociale ici, syndicat, montre qu'en fait l'histoire a été construite par des gens. Ça n'a pas été construit par des héros, ce n'est pas vrai. C'était des gens qui, ensemble, étaient convaincus d'un projet et ont fait bouger les lignes. Donc, et ça, je pense qu'on peut les qualifier de radicaux. Ça, c'était pour cerner un peu cette notion de radicalité où, quand moi j'étais jeune et que... Quand j'étais jeune, wow. J'avais 16 ans et je m'enfermais dans des locaux avec des potes et on buvait des bières et on fumait des joints, on était persuadés qu'on était des grands radicaux. Rétrospectivement, on était surtout marginaux, ça c'était chouette, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de projet. On passait juste du temps, c'était une petite crise identitaire, voilà, on en passe tous, c'est pas grave, ça passe. Mais je veux dire, la radicalité, c'est autre chose, ce n'est pas la marginalité. Si vous décidez que vous êtes un petit groupe et que vous allez mener des actions et que vous n'avez pas la masse derrière vous, posez-vous quand même 2-3 questions. Parce que ça m'amène du coup à mon deuxième point, qui est la question de la méthodologie. Bon, CSC oblige, CSC, c'est donc le syndicat chrétien, je fais référence à un abbé, l'abbé Cardenne. Joseph Cardenne. Et donc, ce monsieur a eu un parcours assez tumultueux. On ne comprend pas très bien pourquoi il est arrivé à l'abbé. Il s'entendait très bien avec le père de l'époque. Voilà, c'est probablement pour ça qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. C'est le gars qui a fondé la JOC, donc la Jeunesse ouvrière chrétienne. Maintenant, ça s'appelle Jeunes organisés et combatifs. Et ce type a théorisé un petit peu une forme de méthodologie qui est le voir, juger, agir. Alors là, je vous donne la méthode Cardenne. Vous allez aux Philippines, vous trouverez exactement la même méthode qui s'appelle autrement. Vous allez en Amérique latine, vous trouverez la même méthode qui s'appelle autrement. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire qu'à partir du moment où vous constatez une injustice, il y a 3 étapes. Première étape, c'est la question du voir. Donc, je prends un exemple à la con. Vous avez des enfants dans des mines. Okay? Donc, ils ont 5 ans, ils sont dans des mines. Vous êtes parents dans l'histoire. Cet enfant va donc dans des boyaux dans lesquels on n'envoie pas les adultes. Parce que le concept, c'est vu que les enfants sont petits, ils peuvent aller plus loin que les adultes. C'est sympa.
Et donc, ils vont creuser, ils ont des mains qui sont broyées, il y a des enfants qui ne reviennent pas. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, il y a quand même un truc spécial, il y a un truc qui ne va pas. Okay, mais vous l'avez vu. Après, il y a la question du jugement, voire juger. Et les jugements, ils sont rarement unilatéraux. C'est rarement un truc noir-blanc. Ceux qui veulent croire que c'est noir-blanc, souvent, il y a autre chose à dire. Parce que les parents qui envoyaient leurs gamins, en fait, ils avaient besoin que ces gamins travaillent. Hein. Parce que si ces gamins ne rapportaient pas le pognon, parce qu'ils avaient 5 ans, ils allaient travailler, ils avaient la moitié ou le quart du salaire d'un être humain normal, adulte. Mais ils avaient besoin de ce pognon parce que sinon la famille ne vivait pas. Donc les parents disaient, j'en ai besoin. Mais en même temps, c'est un sentiment double, c'était leur gamin, donc ils savaient que potentiellement ce gamin ne reviendrait plus. Et donc quand vous faites la balance des deux dans le jugement, et que la balance penche pour le côté, en fait c'est mon gamin, c'est inacceptable, il y a quand même d'autres moyens de gagner du pognon que d'envoyer un gamin de 5 ans dans la mine, là, on arrive au troisième stade, qui est la question du agir. Voir, juger, agir. Dans le agir, si vous pensez, je ne pense pas que c'est le cas, mais au cas où, que les enfants ont été retirés des mines parce qu'on a fait une grève générale, c'est faux. C'est archi faux. Dans le sens où, et je l'entends moi souvent dans le cadre de mon boulot, où les travailleurs, les délégués viennent me trouver en disant « Ouais, en fait, ça ne va pas, il faudrait qu'on fasse une grève. » Oui, tu as raison, mais est-ce que tu vas faire ta grève tout seul, avec ton vieux pote, alors que vous êtes 150 sur la base, et toi tu as compris, toi tu as vu, tu as considéré que c'était injuste, tu as porté le jugement que c'était injuste, et donc du coup, tu prends ton vieux pote qui va te mettre devant la porte, qui va bloquer, tu vas faire grève. Ça n'emmerde personne. Ça n'a aucun effet. Rien. C'est juste toi, tu te sens mieux le soir. Ça, on s'en fout. Parce que dans le agir, et c'est là où on en revient à la question de la méthodologie, vous avez plusieurs stades. Le premier stade, c'est de sortir de l'isolement, c'est d'aller parler à d'autres gens, en disant, est-ce que moi j'ai ce jugement-là par rapport à ce fait-là, qu'est-ce que toi t'en penses? Et là vous constatez, si vous êtes tout seul, bon, c'est qu'il y a peut-être un souci. Si par contre, en allant parler, vous voyez que d'autres gens se joignent à votre avis, vous dites, ah, en fait, je suis peut-être pas tout seul, donc il y a peut-être une injustice plus collective que juste une petite pensée à moi. Première chose, en parler. 2, formuler des alternatives. Si vous êtes là et que vous dites, en fait, ça ne va pas. Ah oui, ça ne va pas. C'est con. On n'avance pas. Donc les gens ont besoin, n'importe qui d'entre nous a besoin d'avoir des perspectives pour avancer. Si vous ne mettez pas de perspective, ça n'avance pas, vous restez au même point, et alors vous avez un ensemble de gens aigris. Et là, on peut tomber sur les petits camarades racistes dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est de l'aigreur. Troisième stade, rassembler. Du coup, vous avez formulé des alternatives, poum, vous rassemblez des gens autour de vous, vous créez une unité autour de cette proposition. Et alors, on arrive à la question de imposer les alternatives. Et là, on arrive dans la question où souvent, on parle de, on est dans les grèves, on est dans les actions, on est dans les manifs et compagnie. Mais vous vous rendez compte que c'est l'aboutissement d'un processus. C'est pas que vous avez vu la lumière et que tout le monde a vu la lumière en même temps. Donc, cette question de méthodologie, vous la retrouvez, je vous disais, vous la retrouvez un petit peu partout. Voir, juger, agir. Et dans le agir, vous avez en fait toute une ribambelle en fait, de moyens d'action. Et passer directement à l'action radicale, soit en passant que ce soit une manif, que ce soit acheter un pavé, que ce soit une grève, vous sautez des étapes, s'il vous plaît. Par contre, on arrive avec cette notion d'action à la question de la conflictualité et la violence. Là, ça va être chouette. Il y a des lois fondamentales. Okay, donc, je veux dire, il y a des lois fondamentales dans l'action sociale, il y a des lois fondamentales en physique. Et la troisième loi de Newton, il y a des physiciens dans la salle ou pas? Ne soyez pas gênés, c'est pas grave. Hein. Il y a donc, troisième loi de Newton, on l'a tous appris, c'est peut-être juste que ça ne s'appelle pas comme ça. C'est la loi de l'action et de la réaction. Okay, action-réaction, connue. Où l'idée, c'est que vous déplacez quelque chose, cet objet exerce une force contre vous.
Vous mettez une claque à un type dans la rue, probablement qu'il vous remet une claque. Pour illustrer le concept. Et alors, il y a un type qui s'appelle Alinsky, Saul Alinsky. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. C'est écrit A-L-I-N-S-K-Y. Je ne vais pas vous faire la biographie du gars, mais il a écrit un truc intéressant sur la question de la conflictualité, où il disait « Tout changement implique mouvement, tout mouvement implique friction, et dès que vous avez une friction, vous avez de la chaleur qui se produit. » C'est logique, c'est un principe, c'est vraiment de la physique de base. Et donc lui disait, rendez-vous compte d'une chose, c'est que si vous voulez, vous et tous les gens que vous avez convaincus, avancer un projet qui est en rupture avec l'ordre établi, rendez-vous compte que vous êtes en train de bouger tout un équilibre cristallisé qui a été mis en place. Et que si vous voulez bouger, le système en face, il va bouger aussi. Et vous allez avancer, mais l'autre, il va vous prendre des claques aussi. Donc ça, c'est ce principe d'action-réaction. Et vous le voyez partout. Je vous disais tout à l'heure, vous foutez une claque à un type dans la rue, le gars vous prend une claque. Vous faites une grève, dans mon cas, vous avez des huissiers qui débarquent. Vous faites une manif. Qui vous voyez en manif? Oui, les policiers. Oui, je dis, vous faites une manif, vous êtes encadré par des flics. C'est logique. Vous faites une manif parce que vous voulez quelque chose. Ce quelque chose, par définition, n'existe pas. Et donc, vous avez des gens qui sont là. C'est des gens qui ne sont pas après les flics, c'est pas le problème. Mais ils sont là pour garder ils sont là pour garder l'ordre. Ce sont les gardiens de l'ordre. C'est cette logique-là. Et même quand vous vous faites élire, je prends l'exemple d'Allende au Chili, le gars se fait élire avec un programme qu'on peut qualifier de radical. Se fait élire de manière démocratique. Des gens qui mettent le bulletin dans le... Ce gars se fait pourchasser par des militaires payés par la CIA, Pinochet, et Allende termine par se mettre une balle dans la tête parce qu'il était séquestré dans son palais. Donc, pour vous dire que même quand vous arrivez, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler un marginal, le mec a été élu par la majorité de la population. Vous arrivez au pouvoir par les urnes de manière légale. Même quand vous faites ça, vous avez le système qui réagit en face. Donc ce principe d'action-réaction, il est permanent. Et plus la menace que vous allez, vous et vos amis, aller exercer sur l'ordre établi, plus cette menace va être grande, plus il y a de chances que la réaction en face soit violente. Donc, il y a une citation que j'aimerais vous lire. C'est un évêque, mais on reste dans la même thématique. Un évêque brésilien, qui s'appelle Dom Helder Camara, qui a une citation assez intéressante. En fait, c'est pour la petite anecdote. Donc, le gars est un évêque qu'on a qualifié d'évêque rouge, parce qu'il était plutôt connoté rouge. Et quand on lui a demandé comment ça se fait qu'on l'appelait comme ça, le gars a répondu en disant « Je nourris un pauvre et on me demande... Je nourris un pauvre et on me dit que je suis un saint. Et quand je demande pourquoi le pauvre est pauvre et pourquoi est-ce qu'il n'a pas de quoi se nourrir, alors là on traite de communiste. » Chose intéressante. Mais donc ça, comme ça, il expliquait pourquoi on disait rouge. C'est pas la citation que je voulais vous donner, c'est la citation sur la violence. Il dit voilà, il y a 3 formes de violence. La première, mère de toutes les autres, c'est la violence institutionnelle. C'est celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. Première forme de violence, violence institutionnelle. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. Troisième forme de violence, c'est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Et il conclut en disant « Il n'y a pas de pire hypocrisie que de n'appeler violence que la seconde, donc la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la première qui fait naître la troisième et qui la tue. » Donc, c'est un peu... Surtout quand je le lis comme ça, c'est spécial. Et donc, 1, vous avez la violence institutionnelle qui perpétue les dominations. 2, vous avez les gars qui disent « c'est pas normal, on veut agir ». Et 3, 1, la violence de l'État.
2, la manif ou la grève que vous organisez contre le sujet. 3, les flics qui encadrent. Pour clarifier un peu le propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la question de la violence est un faux débat. Dans le sens où la violence, elle est là, de toute manière. À partir du moment où vous avez en tête que vous avez une violence institutionnelle qui existe, ben, vous êtes dans un cadre qui est un cadre violent. Il est peut-être larvé, il est peut-être moins visible, invisible parfois, mais en tout cas, le contexte dans lequel on est violent. Et donc la question de la violence n'est en soi pas une vraie question. On se pose alors plutôt comme question 4 autres, en disant 1, qui exerce la violence? Ça, je veux savoir. 2, quelle forme prend cette violence? 3, à quel moment est-ce qu'elle s'exerce? Et 4, est-ce qu'il y a un autre moyen que la violence? À partir du moment où on peut répondre à ces 4 questions, là on peut mener un débat constructif. Si on mène la question en disant pour ou contre la violence, on ne va aboutir à rien du tout. Donc, je prends un exemple. Vous avez entendu parler de l'exclusion des chômeurs. Ok? Bon. Le principe, c'est la même chose que la réintégration des malades de longue durée. Donc vous avez un gouvernement qui s'est dit, tiens, je suis, en gros, on va être, même pas caricatural, on va être réel. Je suis un gouvernement à la solde des patrons. Donc, je vais prendre un certain nombre de mesures qui vont permettre aux patrons de faire plein de pognon. Et ce que j'aimerais en tant que gouvernement, et ce que j'aimerais du coup en tant que patron, c'est de payer le moins possible les travailleurs. Donc, comment est-ce que je fais ça? J'ai qu'à mettre ces gens en concurrence les uns avec les autres. Donc, vous mettez les mecs en concurrence les uns avec les autres. Quand vous estimez que la concurrence n'est pas encore assez forte, vous allez taper les chômeurs dans le temps en disant le chômeur, il n'a plus droit à ses allocations, je vais le taper sur le marché du travail, sinon il va crever la gueule ouverte. Le chômeur, il va se presser d'aller sur le marché du travail chercher un boulot. Même chose pour les malades de longue durée, c'est des gens, ou même les handicapés, mais quelqu'un fait ça avec les handicapés, c'est sympa aussi. Donc, prenez des gens qui sont handicapés, dont on a dit, écoutez, voilà, vous n'avez rien à faire sur le marché du travail, vous avez d'autres occupations, mais pas celle-là, et vous recevez une allocation pour manier de bloc, et vous dites, non, pas du tout, ils sont capables de travailler, prenez, mettez-les. Et donc vous vous retrouvez sur un marché de l'emploi avec plein de gens qui, à mon avis, n'ont rien à foutre là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, en tant que patron, quand vous êtes là et vous avez une masse de gens qui demandent du travail, vous allez faire. Tu coûtes combien? Et le mec va dire, oui, moi je ne travaille pas en dessous de 12 € de l'heure parce que je suis qualifié, je fais des études, passe, m'en fous. Toi, tu coûtes combien? Vous allez monter les mecs les uns contre les autres jusqu'à, au final, avoir 9 fois sur 10, vous allez prendre pas le type le plus qualifié, vous allez prendre le type qui est le moins cher. Okay? Mais ce système-là, le fait d'avoir activé les chômeurs, le fait d'avoir appliqué la dégressivité des allocations de chômage, le fait d'avoir dit que en fait, les handicapés devaient travailler, le fait d'avoir dit que les malades de longue durée devaient travailler. Si ça, c'est pas violent, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, si on dit que le chômeur qui a été tapé un pavé sur le bâtiment du SPF emploi, ou de Maggie de Bloch, ou de n'importe qui, si on dit que ce type-là est violent, et que Maggie de Bloch ou n'importe qui d'autre qui a mis en place ces mesures-là n'est pas violent, je veux dire, là on mène un faux débat. Donc, je voulais juste dire que ce concept de violence est relatif, évidemment, et que le premier truc auquel il fallait réfléchir, c'était évidemment qui exerçait cette violence et de quelle manière ça se faisait. Parce que pour l'instant, on a en fait un système entier, dans ce pays, mais partout ailleurs dans le monde, qui a mis en place un certain nombre de règles qui profitent en substance à une toute petite infime partie de la population. On peut les appeler les 1%, on peut les appeler les riches, on peut les appeler ce qu'on veut. Mais en tout cas, le système entier est construit avec ces règles pour bénéficier à ce petit 1%. Et on appelle ce système démocratie. Ça m'amène à mon dernier point. Bon, dernier point, du coup, si vous pensez que la démocratie, c'est aller voter une fois tous les 4 ans, vous revendiquez la mort clinique de la démocratie. Hein? Parce que c'est pas ça.
Enfin, je pense pas. D'autant plus que, je viens de le dire, ça, le fait d'aller voter une fois tous les 4 ans, c'est ce que beaucoup de politiciens aimeraient que vous fassiez. Surtout, continuez à regarder la télé, c'est mieux. Éventuellement la radio. Mais surtout, n'allez pas rencontrer d'autres gens pour parler éventuellement de vos problèmes ou échanger des trucs, ça ne va pas. Restez isolé devant votre télé, c'est sympa. Et tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça dépend. Mettez un petit bulletin dans la vie. Comme ça, eux sont assez chill. Ils se disent, j'ai un système qui est mis en place, le bazar tourne, la télé et tout. Berlusconi, vous savez que Berlusconi était un mania des médias. Donc le mec avait pensé ça. Et le système entier est voté pour ça. Ce que j'aimerais opposer plutôt à cette vision de la démocratie, c'est une vision de la démocratie qui est beaucoup plus vivante. La démocratie, c'est un truc qui est vivant à la base. Et ça prend des formes multiples. Une des formes, c'est de mettre un bulletin dans le lot. Et tant mieux, et heureusement qu'on l'a, et je suis pas du tout un partisan du fait de ne pas voter ou de dire que ça doit être optionnel. Non, tant mieux. Il y a des gens qui sont morts pour ça, qu'on l'est, très bien. Mais ça prend d'autres formes. Et la forme primaire de démocratie, c'est le fait que les gens s'organisent autour d'un projet. C'est le fait d'aller rencontrer votre voisin, d'aller rencontrer votre voisine, votre mère, votre père, je veux dire votre chat, mais ça on s'en fout. Mais d'aller rencontrer des gens et de s'organiser autour d'un projet commun. La démocratie, à la base, c'est ce genre de choses-là. Il faut se rendre compte que tout ce qu'on a aujourd'hui, donc que ce soit les services publics, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la possibilité que j'ai demain de pouvoir partir en congé de paternité, c'est comme ça qu'on dit. Mais, donc, ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant, et ça a été acquis par des luttes. Mais derrière les luttes, il y a quoi? Il y a des organisations, il y a des mecs qui se sont rencontrés dans des caves, qui se sont rencontrés dans des immeubles, qui se sont rencontrés dans des maisons, qui se sont rencontrés dans des parcs, pour faire avancer le projet dans lequel ils croyaient. Et donc, c'est la démocratie, particulièrement de Piquet, elle est sujette à discussion depuis 2 ans, 3 ans, mais même depuis encore plus longtemps. Et c'est un des chevaux de bataille, il y en a plusieurs, de la LVA et de l'OpenVLT, qui disent, en fait, nous, ce qu'on aimerait vraiment bien, c'est, je caricature, ils n'ont pas dit ça, mais c'est le fond du truc, si les gens sont en grève, qu'ils mettent un petit bandeau. Hein, qu'ils aillent travailler en mettant un petit bandeau au bras, ou, je ne sais pas, en se faisant une crête sur les cheveux. Mais un signe, un truc que les gens voient, mais qui n'emmerde pas tout le monde, et qu'on arrête de bloquer la production. Parce que les types, ils ont bien compris, et la NVA, et l'OpenVLD, et tous les patrons, qu'en fait, si les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a rien qui est produit. Ça, ils savent très bien. Ils ne le disent pas, parce que sinon ils se tirent une balle dans le pied, mais ils savent très bien qu'en fait, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de nous. Et donc, ils aimeraient beaucoup faire en sorte que les gens arrêtent de s'organiser, parce que, en fait, à partir de ce moment-là, les gens deviennent plus forts, les gens deviennent plus conscients. Et donc, ils en font leur cheval de bataille, et c'est ça, je pense, et je conclus là-dessus, sur quand on pose la question en disant est-ce que la radicalité est compatible avec la démocratie, je veux juste dire qu'en fait, la radicalité, elle n'est pas seulement compatible avec la démocratie, mais la démocratie, dont la liberté d'association, c'est une des conditions pour une radicalité efficace collective. Et c'est la seule capable de changer les choses et de faire en sorte que les choses changent avec le grand nombre. Donc quand on dit radicalité et démocratie ne vont pas de pair, non, c'est tout à fait faux, parce que la démocratie et cette liberté d'association est la condition, une des conditions fondamentales pour avoir un projet radical qui puisse être porté largement. Alors, je pense, soit je fais une petite conclusion en rappelant, soit, mon temps est écoulé, et je conclus, formidable. Donc, je vous lis, pour finir, je reprends vos questions. La radicalité n'est-elle pas la condition nécessaire de toute évolution sociétale majeure? Question. La réponse est oui. À la base de la radicalité, il y a l'idée même d'une rupture avec un ordre existant. Et, c'était mon deuxième point, la méthodologie qui en découle permet d'impliquer le plus grand nombre dans ce changement. C'est un enjeu, hein, je veux dire, d'être radical. Parfois, vous commencez en étant marginaux. C'est vrai. Je veux dire, vous êtes tout seul à avoir une idée, puis vous avez votre pied. Le but même, si votre projet est suffisamment grand, vous ne pouvez pas rester à 2. Vous devez être plusieurs.
Et le but, c'est de sortir de cette marginalité pour devenir en fait le mainstream. Donc, voilà, la radicalité est indéniablement une condition nécessaire pour une évolution sociétale majeure. 2, est-ce que ça implique nécessairement conflit et confrontation? Réponse est oui, indéniablement. Je vous fais référence de nouveau à Domelder Camara en disant vous êtes dans un contexte, que vous le vouliez ou non, qui est violent. Okay. Après, la question sur la violence, il y en a 4. C'est 1, qui exerce cette violence? 2, quelle forme ça prend? 3, à quel moment ça s'exerce? 4, est-ce qu'il y a un autre moyen? Si vous vous trouvez dans la rue et que vous avez vraiment envie de jeter un pavé, mais vous constatez qu'en jetant le pavé, vous vous écartez de plein d'autres types qui avaient la même idée que vous, ne jetez pas de pavé, ça ne sert à rien. Vous allez bien dormir la nuit peut-être, mais on s'en fout. Si par vos actes vous vous isolez, ce n'est pas un bon plan. Donc cherchez les actes qui nécessairement rassemblent. Et alors, dernière question, la démocratie peut-elle s'accommoder de l'expression radicale? Ben, voilà, je pense que la démocratie conceptualisée et revendiquée comme le gouvernement le fait, je pense qu'en fait ils ont très peur. En fait ils ont peur de l'expression, ils ont peur de l'expression, ils n'ont pas peur plutôt de l'expression radicale. Vous pouvez dire en fait plus ou moins tout ce que vous voulez, en soi ça les emmerde pas. Ce qui les emmerde, c'est quand des gens commencent à s'organiser contre eux, là il y a un problème. Et c'est donc cette notion, dans la démocratie, la notion de liberté d'association qui est fondamentale, parce que je répète que c'est une condition nécessaire à toute forme de radicalité. Et je vous remercie. Bonjour. Perspective philosophique, oui, c'est vrai que ma formation est celle de philosophe, mais ma perspective, si je suis ici, c'est que ma perspective est tout simplement citoyenne. Même si la philosophie me donne parfois quelques ressources, c'est à nous tous, et à nous tous que je fais appel, et pas seulement à un professionnalisme qu'aurait la philosophie, face à une condition de douleur et d'interrogation que nous partageons tous ensemble, et pas seulement ce matin, tous les jours. Voilà, je suis très contente que monsieur qui a parlé, monsieur Gox, devienne papa, mais je n'étais pas contente de ne pas pouvoir lui parler un peu. J'ai eu le temps juste de lui dire quelques mots. Et donc je vous dis les 2 mots que je lui ai dit, puisque ce n'est pas dans son dos. Je lui ai dit voilà ce que je vais dire tout à l'heure, si vous aviez été là en réponse. Je souscris à tout ce que vous avez dit, sauf 2 formules. Attention, elles sont très maladroites, et il m'a dit d'accord, vous avez raison. Alors je vous le dis. Première formule, la radicalité n'est pas absolue, c'est relatif. C'est toujours relatif. Je dis surtout jamais dire ça. La radicalité, c'est radical. Sur le terrain, il y a des stratégies, il y a des tactiques. On est obligé de composer avec le réel, mais dans une fidélité à une radicalité qui, elle, ne doit jamais, tout d'un coup, faire des concessions. On fait des concessions au réel, on ne fait pas des concessions à la radicalité, comme je le dis, qui a à faire avec la structure psychique de chaque vivant qui vient au monde. Et comme il est parti saluer son enfant, je lui ai dit que le moment radical, c'est la naissance, et que toute notre vie, dans nos actions politiques, nous devons être fidèles à ce qui se passe ce jour-là sous le signe de l'événement. Arriver au monde et faire que dans le monde, il continue d'arriver quelque chose, c'est radical. Voilà. Un événement doit être fidèle à l'énergie de la naissance. Ça s'appelle la création. Deuxième chose, il m'a dit d'accord. Et il était d'ailleurs tout content en disant bah, finalement c'est bien que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Je lui ai dit la deuxième chose qu'il ne faut pas dire. Opposer une radicalité d'action à une radicalité en chambre. Je lui ai dit je suis d'accord avec l'idée mais pas du tout avec la formule. Pourquoi? Parce que vous parlez en fait, en la critiquant, vous parlez d'une radicalité de salon, mondain, la marginalité mondaine dans les soirées mondaines. Mais ne pas penser que quand on parle, on perd la radicalité par rapport à l'action. On ne peut agir qu'entre sujet de la parole. Et le travail sur la parole, sur l'échange et le débat, et Dieu sait qu'il en a parlé et qu'il y tient, donc ne jamais se mettre dans la situation où on va vous dire tu causes, mais tu fais rien.
C'est parce que nous sommes des êtres de parole que l'action peut prendre sens, et l'action d'un rassemblement, d'une action collective, dans laquelle ce que nous échangeons d'abord, ce sont des mots, et il faut trouver les mots. Et si nous nous battons sur l'usage abusif, et même nous refusons l'usage abusif du mot radicalité, c'est bien parce que les mots ont à voir avec ce qui se passe dans le réel et dans les choses. Voilà. Et on était encore d'accord. Donc vous voyez, bon, il se trouve que j'ai écrit un petit ouvrage sur la question de la radicalité. Vous allez dire, parce que vous êtes philosophe, oui, dans la mesure où être philosophe, c'est forcément choisir dans la vie un régime d'inconfort par rapport à la pensée ou à la parole. Mais si je me suis saisie de ce mot particulièrement en ce moment, c'est parce que tout en étant philosophe, je travaille sur le terrain. Et je me suis engagée à un travail au lendemain de ce qui s'est passé à Charlie, à Paris. Je suis entrée dans un service de la justice qui s'appelle en France la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, où toutes les semaines, pendant des années depuis, je rencontre donc des mineurs radicalisés ou en passe d'être radicalisés, candidats à la déradicalisation, bref, toutes ces choses-là. Et donc j'ai approché cette population semaine après semaine, et que ce que la philosophie déjà me conseillait d'entendre dans le mot radicalité, c'est toute cette jeunesse douloureuse et virulente et turbulente qui me l'a fait entendre sur le mode de qu'est-ce que nous pouvons partager. Donc c'est à ce titre, et pas seulement comme une prestigiatrice de concept, que je parle ici près de vous, en considérant que ce que nous dirons après est aussi important que ce que je vais vous dire maintenant. Alors, il se trouve qu'en France, on a déclaré depuis les attentats et les actes dits terroristes des radicaux, on a décrété un état d'urgence qui, comme ça a été rappelé finalement dès le départ au nom de la sécurité, fait que des atteintes à des libertés fondamentales et à des droits fondamentaux du citoyen dans l'espace public, dans l'appropriation de l'espace public, est en passe d'être atteint, confisqué. Et face à cet état d'urgence qui était une réponse, qui veut être une réponse à la radicalité, j'ai intitulé le petit papier que j'ai rédigé en pensant à vous, en pensant à cette rencontre, « Urgence de la radicalité ». Urgence, voilà. Donc je vais vous faire part de ce moment de réflexion qui est mêlé, oui c'est vrai, de ma formation, travailler sur les mots, travailler sur la pensée, et témoigner de rencontres qui pour moi ont été extrêmement constituantes et politiquement déterminantes. Urgence. Le mot est associé à celui d'État, au sens d'un dispositif généralisé qui répondrait à une nécessité d'instituer la modalité temporelle de la vie en commun, celle qui imposerait de ne pouvoir attendre pour opérer. Urgence. C'est le mot qui interdit toute lenteur, toute réflexion sous peine d'être coupable et même responsable du pire pour avoir trop attendu, procrastiné, agi trop tard ou pas du tout. L'urgentiste doit échapper au verdict qui condamne celui qui n'aurait pas agi à temps, agi trop tard. Mais dans le mot « État », je pense qu'il nous faut entendre plus exactement aujourd'hui la nature intrinsèque et étatique de l'urgence qui promeut le dispositif de gouvernement qui utilise la double pression de la peur et de la culpabilité. L'état d'urgence crée en vérité un urgentisme d'État en tant que système de gouvernement. Gouverné par ordonnance, par décret, défini se constitue comme organisation, ce que j'appelle phobocratique. Phobos en grec, c'est la terreur. Une organisation photocratique dont la composante émotionnelle se présente sous le masque d'une efficacité rassurante,
protectrice, celle de la police et de la santé. Cette police de la peur, que j'appelle phobocratie, nous débarrasserait, pense-t-on, de la peur sans plus attendre. Voire même, comme dans la nouvelle de Philippe Cadic, Minority Report, qui a fait un film, peut-être que vous avez vu, qui est formidable, anticiperait sur la menace et agirait sur le criminel pour le condamner avant même qu'il ait pu commettre son crime. Il faut faire vite, très vite plus vite même que le criminel. La précipitation impliquée par l'urgence n'est autre que cet engouffrement dans ce qui étymologiquement précipite, prae caput, c'est-à-dire fait tomber chacun de nous la tête la première. J'entends la précipitation urgentiste comme la nouvelle forme de la peine capitale, celle qu'inflige le capital à tout ce qui met le trône et l'autel en danger, lorsque nous faisons usage de notre tête. Le trône et l'autel, entendons aujourd'hui le pouvoir souverain de l'homme occidental, blanc, chrétien et modèle ethnocentré de ce qui mérite de composer l'image universelle de tout le genre humain. La politique urgentiste dit bien, comme dans ce serial américain éponyme, Urgence, vous avez peut-être vu la série qui s'appelait Urgence, que la vie la plus réelle, la plus intense, la plus responsable, la plus exaltante d'un citoyen ressemble ou devrait ressembler à celle des médecins de garde qui font face jour et nuit aux désastres et aux crimes, qu'ils soignent, qu'ils guérissent, de façon héroïque, immédiate, sans attente, sans erreur. Quand le jour se lève, la cité est saine, sauve et pacifiée, les malades guéris. C'est sur ce modèle que l'urgentiste étatique envisage aujourd'hui de soigner les candidats au terrorisme et à la guerre, comme s'il s'agissait de répondre chirurgicalement au plus vite à une maladie, à une épidémie, tout comme devant un accident de la route ou un coma par overdose. J'ai entendu le lapsus qu'on a cité tout à l'heure, qui fit glisser du terme de déradicalisation à celui de dératisation. Je l'ai entendu à la PJJ. Une autre fois à celui, par lapsus, éradication. Face à la catastrophe européenne qui nous fait affronter sur notre territoire le fanatisme d'une certaine partie de la population musulmane, ou plutôt se réclamant-elle, l'état d'urgence veut une solution radicale à hauteur de la radicalité qu'il dénonce. On n'ose pas parler de solution finale, elle n'est pas loin. Mais on rêve malgré tout de se débarrasser du fléau, de la peste qui ravage la cité. C'est l'ennemi intérieur qui convertit et contamine tout. Mais à y regarder de plus près, quels sont les ressorts habilement manipulés par les prosélytes? Plus encore, dans quelle histoire commune et qui n'est plus partagée, les victimes de cette manipulation sont transformées en bourreaux d'eux-mêmes et en bourreaux des autres? Pourquoi ne trouvent-ils pas en face d'eux une ressource subjectivante, une issue politique? C'est dans ce paysage sociopolitique qu'est en effet désormais nommé du nom de radicalité et de radicalisation un processus considéré comme pathologique, infectieux, épidémique, qui demande une intervention rapide avec des effets immédiats. La radicalité prétendue de l'islam légitime une réponse sans modération et sans médiation. Ainsi se met aussi en place dans l'urgence le dispositif en France dit de comparution immédiate, qui fait l'économie de toute temporalité, de toute patience inhérente à l'examen juridique, à la réflexion politique portant sur une situation critique. La confiscation du temps est la première condition majeure fondatrice de l'état d'urgence et des programmes institutionnels dits de déradicalisation. Sans plus attendre, moi j'entends sans plus entendre, c'est-à-dire sans prendre le temps d'analyser, de comprendre, de délibérer ensemble sur le sens du mal auquel on s'affronte, puisqu'il faut agir et guérir au plus vite avant d'être soi-même contaminé. Comprendre, a dit notre ministre, c'est perdre du temps, c'est-à-dire un ancien ministre. Ce serait prendre le temps de nous rendre solidaires et partie prenante du problème à résoudre en trouvant les mots et en accordant le temps constitutif d'un partage. Ce n'est pas devant le seul phénomène du terrorisme que ces dispositions font effet.
dans tous les champs de la souffrance sociale, de la souffrance psychique, de la santé, face à tous les dérèglements de la violence, la guerre est déclarée contre toute procédure demandant du temps qui sont condamnant toutes les démarches médiatisantes, les opérations symboliques, qui font au contraire désormais l'objet de soupçons, de critiques et d'attaques en règle. On se souvient de la maxime de Benjamin Franklin, le temps, c'est de l'argent. Perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Et l'on est prêt inversement à donner beaucoup d'argent à ceux qui font gagner du temps. Les enjeux économiques sont décisifs. Les prosélytes du terrorisme gèrent un marché dans le champ de la communication. Et les programmes de déradicalisation sont symétriquement aussi un marché de la communication. L'échec avoué, officiellement reconnu des programmes et associations chargés de déradicaliser font la preuve qu'en matière de communication, les prosélytes du terrorisme sont meilleurs et manipulent des ressorts et des enjeux infiniment plus appropriés que ceux utilisés par leurs adversaires. La communication terroriste est bien plus pertinente que celle qui est diffusée par les terrorisés. Je n'analyse pas ici la conjonction internationale des conflits du Moyen-Orient et l'instrumentalisation des croyances religieuses dans le cadre des guerres d'influence territoriale, de profits financiers et d'enjeux stratégiques dans les guerres hors d'Europe. J'en fais l'impasse, évidemment, aujourd'hui. L'histoire de l'islam a été remarquablement analysée par Abdelwahab Megdel, non pas pour distinguer un islam modéré d'un islam radical, mais pour comprendre les enjeux historiques du fanatisme dans l'islam, leur croisement avec les étapes de la colonisation, leurs inflammations avec l'exploitation aujourd'hui de la drogue, du pétrole et du marché des armes. L'instrumentalisation des querelles théologiques entre musulmans, puis entre chrétiens et musulmans, puis entre juifs et musulmans, comme autrefois entre juifs et chrétiens, fait oublier et même ignorer l'histoire qui témoigne de longues périodes de cohabitation fraternelle et d'échanges culturels qui appartiennent à l'histoire mondiale de la pensée et de la création. C'est de ce qui a lieu sur la scène française ou européenne, au cœur de la société occidentale, la nôtre aujourd'hui, que je vais parler, puisque l'état d'urgence est une réponse guerrière sur un territoire sans guerre. Les massacres perpétrés par les fanatiques, tout comme les crimes et les exactions commis dans le milieu de l'émigration, sont à l'origine des dispositions dites de l'état d'urgence et des dispositions dites de déradicalisation. C'est donc dans ce cadre précis que je souhaite témoigner de ma triple expérience, celle d'intervenante dans le cadre de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, celle d'intervenante sollicitée par une association chargée de la déradicalisation, et finalement, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je vous le dis, celle de sujets français nés en Algérie, ayant vécu depuis l'enfance sous le régime colonial et ayant vécu la guerre d'indépendance durant toute mon enfance et la plus grande partie de mon adolescence, qui a laissé des souvenirs inconsolables. Il ne s'agit pas de substituer à une réflexion philosophique sur les concepts politiques ce que serait la force irréfutable d'un témoignage rendant inutile le recours à l'analyse des termes et à l'histoire même des termes dont use le pouvoir. Bien au contraire. C'est depuis l'usage du vocabulaire de la radicalité dans le champ de la pensée philosophique et spéculative que la rencontre avec le milieu de la radicalisation, comme on l'appelle, et de la déradicalisation, s'est éclairée pour moi tout autrement. La philosophie doit suffisamment à la radicalité de ses démarches pour donner des ressources essentielles dans le champ social et politique. Et sans y revenir ici longuement, il est clair que le retour que j'ai fait sur l'œuvre de Cornelius Castoriadis, retenez ce nom, peut donner à la radicalité de l'imaginaire individuel et de l'imaginaire collectif une signification fondamentale, une énergie politique à l'état nucléaire
naissant, irréductible, depuis notre arrivée au monde et en chacun de nous. Castoriadis a travaillé la question de la radicalité à partir de la tradition philosophique, de la pensée politique, à partir des concepts du marxisme et à partir de ceux de la psychanalyse. Sans entrer au cœur de cette triple articulation, je retiendrai seulement ici la défense d'un principe de discontinuité, la défense d'une énergie disruptive, éruptive, créatrice, à laquelle on doit à la fois l'invention des formes institutionnelles, mais aussi leurs incessantes transformations, y compris les révolutions. Cet élan radical existe en tout sujet du désir, depuis sa naissance, en tout sujet de la parole, et permet de soutenir une hypothèse politique, celle de l'irréductibilité des forces émancipatrices. J'aborderai donc en deux temps les composantes de ce qu'on nomme à tort radicalisation. D'abord, en considérant les mécanismes du recrutement. En second, en ouvrant peut-être plus brièvement la considération de ce que j'appelle la mémoire raciale, la déracialisation de la vie politique, qui me paraît beaucoup plus importante. La déracialisation. J'ai dit que ce qu'on appelle la radicalisation est un produit qui se vend sur le marché de la communication en vue de plusieurs objectifs. La soumission des uns et la terreur des autres. La fabrication du terrorisé passe non seulement par des actions violentes et meurtrières, mais par l'organisation spectaculaire, j'insiste, des massacres, leur enregistrement visuel, audiovisuel et leur diffusion. Les réseaux sociaux sont en charge de donner le maximum de publicité et de visibilité aux actes criminels. On se souvient des relations de Koulibaly avec BMTV, qui transmettait en direct les paroles et les gestes du terroriste lors de l'attaque du marché hyper cachère en 2015. On connaît également les films et clips diffusés par Daesh sous la forme du documentaire meurtrier ou de la fiction ravageante. Sachez que Daesh a actuellement des studios de production de fiction, c'est-à-dire que dans les décapitations que vous voyez, il y en a une sur deux qui sont jouées par des acteurs. Ces films ont beau faire l'objet d'interdictions et de censure assez rapides, il est clair que ces messages visuels sont regardés, diffusés, y compris par ceux qui les dénoncent. Cette situation montre à quel point la terreur n'échappe pas à la fascination, voire même à l'érotisation de son public, même le plus hostile. Il s'agit d'une marchandise qui trouve sa clientèle sur la base d'une manipulation du désir de voir, du désir de peur, de la vie émotionnelle, par les images et par les mots, dont la toute-puissance de marketing maîtrise et cherche à maîtriser les composantes. L'articulation de la terreur à la jouissance est bien connue des scénaristes des films d'horreur depuis plus d'un siècle. Les islamistes, comme on les appelle, sont vendeurs d'un produit dont leurs adversaires ont, bien avant eux, utilisé les recettes. Et c'est à l'école des industries de la communication que les recruteurs ont appris outre-Atlantique à devenir maîtres de la diffusion du pire. La symétrie des stratégies de communication a connu son plus spectaculaire coup d'envoi le 11 septembre. Mais l'apprentissage avait nécessairement commencé bien des années plus tôt. Ces messages et ces actes sont adressés au monde entier, car le programme a une ambition planétaire. Cependant, quand il s'agit d'agir dans le tissu microsocial d'une communauté précise, il est intéressant de considérer de plus près les stratégies de recrutement, dans le finement, c'est très fin, de celles et de ceux à qui l'on va demander d'accomplir le pire et de se livrer corps et âme à des gestes extrêmes dans un tissu social très précis. Sur ce marché, l'endoctrinement vers la violence suicidaire et criminelle face à la jeunesse, j'ai pu constater les ressorts d'une réponse à deux demandes. Celle que je nomme le désir d'infini, celle que je nomme le désir de cadre. Au cours de mes rencontres hebdomadaires avec les adolescents de la PJJ, je me suis trouvé en présence d'une population que je pourrais dire orpheline, qui, loin d'avoir besoin de déradicalisation, est en attente indéfiniment frustrée et déçue
par un monde qui offrirait à la radicalité de leurs désirs une réponse valorisante en termes de reconnaissance, de dignité, de liberté, d'autorité, de visibilité. Ces exigences radicales sont d'une double nature. Il s'agit d'un besoin inassouvi de radicalité dans ces deux directions, contraires et complémentaires. Celui d'une expérience intime, exaltante, d'un pouvoir sans limite, et celui impératif d'autorité et de limite. L'excès, d'abord. L'excès, le débord, la non-limite, l'imaginaire sans bord, d'une toute-puissance, les fait rêver d'une façon paranoïaque, d'une action épique, où la figure de l'héroïque, du héros, la soif du sublime, trouve des voies de réalisation. Être extrémiste, c'est le destin d'une exigence radicale. Jouir de l'iconicité de cette force, de sa grandeur, de la noblesse d'une cause, face à un monde dit sans idée, sans idéal. Voilà ce qui est proposé sous des formes poétiques, mystiques et lucratives. Les stratégies visuelles et sonores stimulant l'enthousiasme, ces jeunes renouent avec la force des rêves. Et tout est là pour promettre le bonheur et le triomphe sur la médiocrité et sur le mal. Il faut prendre le temps d'entendre la dimension fantasmatique et romantique de ces messages, la tonalité spirituelle associée à la situation socio-économique de la pauvreté culturelle, symbolique et de la précarité sociale, de l'inaction, de l'ennui. On m'objectera ici que les milieux touchés par les recruteurs sont beaucoup plus diversifiés aujourd'hui et ne concernent pas seulement les plus pauvres et les plus précaires, mais précisément, quand on étudie les programmes de communication destinés aux uns et aux autres, ils sont très diversifiés en fonction de la couche sociale visée. La seule constante est celle de la rupture avec deux choses, le cadre institutionnel et la famille. Il s'agit bien de sortir du vide de sens, du manque d'autorité, de l'invisibilité pour devenir héros spectaculaires, stars de la mort, kamikazes de la pureté, au service de l'absolu, dans une hallucination régalienne qui sort chacun du néant en les y jetant. La mort, suicide ou crime, est présentée comme promesse de renforcement ontologique, plus d'être. C'est la condition millénaire des martyrs, comme dans toutes les doctrines des autres religions, qui promettent encore la vraie vie ailleurs, la vraie vie après la vie. Ça continue, hein. Quand on va à une messe d'enterrement chrétien aujourd'hui, ça commence comme ça. Il est enfin passé du côté de la vraie vie. Ça continue. C'est d'ailleurs s'incarne dans le départ en croisade et le retour en vengeur et en martyr. Tous les paramètres d'un récit exaltant, valorisant, purificateur, sont là comme ils ont pu l'être avec d'autres moyens en d'autres temps, que ce soit pendant les guerres de religion, les ravages génocidaires, les massacres nazis. L'offre d'un pouvoir sans limite est un gouffre pour une jouissance totalitaire, présentée sous le signe d'un bénéfice triomphant, en termes de sens, mais aussi de visibilité. En effet, le modèle de la réussite passe par les images, celles de la télévision et des médias, qui donnent enfin visibilité à des corps invisibles, à des corps effacés. Tout comme le sport, qui donne à la fois fortune, visibilité. Ils sont l'un et l'autre. Pour les experts en communication, l'offre d'une scène où l'on devient acteur et star. Le terrorisme est vécu comme un sport. On ne comprend pas assez à quel point la théâtralité est constitutive d'une demande de rôle, d'acteur, de scène. Que sont l'éducation et le partage d'une culture, ou devrait être le partage d'une scène et d'une culture, si ce n'est l'exercice de la parole sur une scène constituée symboliquement, où se constitue la place de l'acteur civique et citoyen. Quand cette scène est absente, et tout rôle refusé, quand rien n'est offert en matière de culture, de pensée, de travail, les recruteurs offrent le recours au texte, l'offre d'une scène imaginaire où le sujet recruté s'investit enfin comme acteur potentiel et omnipotent.
Mais les recruteurs qui vendent cet endoctrinement le font en véritables partenaires de marché. Ils proposent aussi de l'argent, ils en donnent. Ils n'hésitent pas à en faire gagner en associant leur prosélytisme au marché de la drogue. Tant et si bien que le même adolescent qui prône la grandeur d'un Dieu unique pouvait me dire dans la même séance, à la Akbar, je n'ai qu'un Dieu, c'est l'argent. Mais les programmes de recrutement viennent aussi répondre à une autre exigence. Elle est là. À côté de cet engouffrement mortifère, sublime, la contre-proposition arrive, qui vient répondre à l'exigence radicale de cadres, de lois, de règles, de limites. Le sans-bord cherche les bords. Ce sont les mêmes à qui l'on s'adresse en leur proposant de répondre aux exigences complémentaires qu'ils ont de leur désir, proposant de répondre à leurs exigences complémentaires. L'extrémiste est un sujet soumis qui va devoir obéir aux impératifs rigoureux d'un ordre qu'ils veulent faire régner. Le terroriste doit redouter le châtiment que mériterait sa lâcheté, toute autonomie, toute désolidarisation de sa communauté. C'est une servitude volontaire, celle qui donne son cadre, ses règles d'appartenance à un destin exceptionnel. Le recruteur fournit un cadre rigide, un rituel coercitif, fait de règles, de lois, d'interdictions et d'obéissance aveugle à la lettre d'un livre qui n'est pas lu, ni même connu. Le Coran des salafistes reste historiquement une affaire de politiciens lettrés qui ne partagent pas leur science politique, ni la relation à la langue. Il s'agit de diffuser un catéchisme de base qui, sans le moindre respect pour l'histoire des textes, et celle du Coran, ni ses interprétations, est un pur fétiche réduit à quelques formules qui défigurent totalement ce qui fait encore du monde musulman une très grande culture intellectuelle et créatrice. On exige du recruté de se comporter tout à fait comme l'apprenti jésuite autrefois, à qui Ignace Loyola demandait d'obéir perinde a cadaver, tout à fait comme un cadavre. Dès lors, le salut et l'infini ne sont et ne seront que la récompense accordée à celles et à ceux qui se soumettent d'abord aux impératifs et aux ordres de la domination qui les manipulent à l'intérieur d'un cadre qui les sécurise. Autrement dit, faute de rencontrer une présence subjectivante d'une autorité qui constituerait le sujet sous la double instance de la loi et de la liberté, le candidat recruté laisse tout pouvoir à qui lui promet la toute-puissance et la sécurité psychique que fournit la soumission absolue à la transcendance de ses maîtres. Si l'on veut bien comprendre les mécanismes du recrutement sous la double figure du sublime et de la loi, on saisit les mécanismes pervers du marché de la dite radicalisation, qui n'est autre que la formation programmée d'un fanatique extrémiste, comme on en trouve d'est en ouest, du nord au sud, partout où opère la manipulation des plus fragiles économiquement, socialement ou psychiquement. Dès lors, comment accorder la moindre crédibilité ou efficacité à des programmes médicalisés qui veulent arracher les recrutés à leurs rêves, à leur violence, comme on désinfecte ou comme on arrache une dent malade à une bouche infectée? Comment l'état d'urgence pourrait-il reconstruire ces sujets dont la radicalité devrait être au contraire préservée, cultivée, nourrie? Par quoi? Par le partage des savoirs, de la langue, des images et surtout du temps. Lorsque j'ai été sollicité par une association dite de déradicalisation, j'ai été consternée de voir la médiocrité des images et des programmes censés dégoûter les candidats du terrorisme. La psychologisation à outrance, le renforcement des isolements, les raisonnements moralisateurs, la compassion bienveillante, la désintoxication par sevrage, autant de méthodes qui n'obtiennent aucun résultat parce que le principe général de castration inspire ces démarches qui consistent à disqualifier la radicalité elle-même au lieu de respecter l'énergie d'un désir et d'un partage de l'histoire, de la mémoire
et d'un espoir. Dans un centre de déradicalisation, j'ai pu voir au plus près l'indigence et la vulgarité des procédures et des procédés utilisés par les vidéos et des petits films, d'inefficacité constatée, qui n'a pas empêché ceux et celles qui ont fait de la déradicalisation un commerce lucratif de poursuivre leurs tâches mercantiles et inopérantes. Comme la dite radicalisation, la déradicalisation, je l'ai dit, est inséparable d'un marché de la communication et de la rentabilisation des affects manipulés sans vergogne et sans effet. Le procès de cette situation rend parfaitement claire la logique du pouvoir qui traite les déradicalisés comme on traite la population des migrants, des réfugiés, en cherchant des solutions rapides de nettoyage, d'effacement, d'éradication. Le respect de la radicalité, conçue comme le noyau énergétique de l'imaginaire, permet au contraire de construire un récit commun, en partageant les mots, la mémoire et la douleur. Je ne peux oublier, lors de ces rencontres dans le cadre avec la PJJ, où leurs phrases, quand ils prennent la parole, commencent invariablement par ça. Comment dire? Face à cela, il n'y a pas d'autre réponse que politique. Aider, donner les mots pour dire. Une solidarité complète dans l'écoute et le partage. Une mémoire séculaire, ensemble, concernant la longue histoire des corps et des représentations dans les relations de l'Europe et plus largement de l'Occident, avec les territoires, les habitants de l'Orient, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient. Le centre de la réflexion politique sur ce paysage social et sur l'imaginaire collectif doit nous conduire à repenser la question de l'égalité et de la liberté, non pas en termes de fraternité, parce qu'il faudrait appartenir à la même famille, mais d'hospitalité, accueillir l'étranger, le tout autre, sans condition. J'ai encore un petit peu de... 5 minutes, alors je vais... Pour trouver la réponse à cet état de choses, il faut se mettre au travail dans le champ politique. Bref, je parle. J'oublie le temps. C'est bien le temps. Pour trouver la réponse à cet état de choses, il faut se mettre au travail dans le champ politique et culturel, puisqu'il s'agit de défusionner une guerre ailleurs et une crise ici. C'est ici, justement, que le travail sur la modernité du colonialisme donne une piste majeure à la solution politique que nécessite ce qui est appelé radicalité, par stratégie de communication. Le caractère impérialiste et colonisateur du modèle économique néolibéral lui-même exige politiquement, intellectuellement, une opération de décolonisation de l'imaginaire radical. Je vais prendre la profondeur intergénérationnelle des blessures infligées au corps et aux affects, aux Maghrébins par exemple. Je vous ai dit que ma propre expérience était là depuis plusieurs siècles. Ne laisse pas indemne la mémoire corporelle et l'imaginaire collectif. C'est avec cette mémoire qu'il faut travailler, et aussi avec la vigilance politique que nécessite la réponse à la violence de la population musulmane, non seulement sur le territoire occidental, mais au cœur des territoires colonisés eux-mêmes. Le mot « colonie » est bien encore aujourd'hui celui qu'osent les Israéliens utiliser pour désigner les actions et exactions perpétrées contre les Palestiniens et pour les légitimer. Vous vous rendez compte, on parle de colonisation, alors qu'en fait, la décolonisation est le fait de toute la planète. Eh bien là, il y a un droit de cette communauté à... je dois donc passer sur tout le travail que je voulais vous exposer sur la déracialisation du problème de la radicalité. Et en vous lisant, je vais donner la parole
un slameur. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Grand Corps Malade. Voilà. Alors on va l'écouter. Même vous, pourquoi vous dites même moi? Vous avez raison, peut-être une exception. Voilà, ben j'ai écouté. Donc je laisse tomber mon commentaire, on va l'entendre ensemble. Deux textes de Grand Corps Malade. J'ai mis des mots, je ne vais pas le slammer. J'ai mis des mots sur un cahier. J'ai mis des mots que j'ai triés. J'espérais bien me faire griller. J'ai mis des mots que j'ai criés. J'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil. Dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte. J'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup. Je ne sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai pas gémi. J'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro. J'ai mis des mots, j'ai eu les crocs. Des mots nouveaux, des mots rétro. J'ai mis des mots pour compenser. J'ai pas le destin compensé. Et en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer. Ça, c'est formidable, cette phrase. Attendez, il n'a pas fini. Il va encore vous dire quelque chose. C'est un autre slam de Grand Corps Malade. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial, comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à décembre. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine. Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. Je vous remercie. Je suis dans les temps. Parfait, en plus vous avez presque slamé. Moi je verrais bien un duo avec Grand Corps Malade. On aurait dû y penser. J'ai pas osé. On aurait dû y penser pour le concert de demain soir. C'est pas Grand Corps Malade et vous, malheureusement, mais c'est très bien le concert de demain aussi. C'est Major Dubreuil, pour ceux qui connaissent. Et venez demain au concert. C'était très interpellant ce que vous disiez sur. Et je prends 2 minutes sur l'état d'urgence en France. Et cette réponse guerrière sur un territoire sans guerre, une phrase qui résume tout finalement. On a eu ce débat entre la Belgique et la France, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit dans la salle. La France, état d'urgence, avec un système hérité au moment de l'indépendance, la guerre d'indépendance d'Algérie, dans les années 50, et la Belgique n'a pas de système d'état d'urgence, pas de législation d'exception, où finalement on suspend les droits humains et les libertés pour un temps déterminé. C'est ça les législations sur l'état d'urgence. On dit pour un temps déterminé, en France, c'est depuis le 13 novembre 2015, les attentats de Paris, pour une période de 3 mois, qui depuis lors a chaque fois été renouvelée. En Belgique, on a apporté une réponse en modifiant notre législation, et ce qu'à la Ligue des droits de l'homme nous avons reproché, c'est qu'on insère dans notre législation normale des éléments qui relèvent de l'état d'urgence, où on suspend les droits et libertés. Et que fait la France maintenant? Ils annoncent la sortie de l'état d'urgence au mois de novembre, mais ils viennent de voter la loi sur l'état d'urgence qui insère dans leur législation classique, droit pénal, code d'instruction criminelle, des éléments de l'état d'urgence. Et donc notre société dérive vers une société sous état d'urgence permanent. Et cette approche, et vous avez parlé de la méthode utilisée, c'est une approche répressive et principalement répressive avec très peu de prévention justement à l'heure où on parle beaucoup de cette nécessaire déradicalisation. Et donc c'est cette approche ultra répressive avec tout ce qui manque en amont au niveau de la prévention, l'éducation, la formation, le sport, la culture, qui permet d'éviter que des personnes, des jeunes d'ici, nés ici, ayant grandi ici, se sentent appelés par une cause qui ne les concerne pas. Et en Belgique, il y a eu d'autres dérives
des autorités, notamment quand à un moment donné on s'est attaqué aux recruteurs et aux filières de recrutement, c'est qu'on a mis dans le même sac les recruteurs et les recrutés, avec des situations complètement paradoxales où des mamans et des parents qui se sont regroupés en collectif et ont voulu se constituer partie civile contre les recruteurs qui avaient recruté leurs fils qui sont partis en Syrie, se sont retrouvés au tribunal comme partie civile, comme victimes, face aux recruteurs de leurs enfants, et leurs enfants jugés par défaut dans le même sac que les recruteurs. Et alors qu'évidemment, il y a une différence entre un recruteur organisé et un jeune quête de 17 ans qui quitte un jour l'école pour partir en 2012 ou 2013 en Syrie, devient majeur là-bas et puis est poursuivi par défaut devant le tribunal correctionnel. Et c'est cette approche-là, cette approche, et vous avez utilisé le mot nettoyage, vous ne l'avez peut-être pas suivi, non, c'est normal, mais notre secrétaire d'État, et vous avez fait le parallèle avec le nettoyage qu'on utilise pour les réfugiés, la problématique des réfugiés, eh bien, à quoi vous suivez l'actualité en Belgique de près, notre secrétaire d'État Asile et Immigration, la semaine passée, a utilisé le mot opkuisen pour le parc Maximilien. Opkuisen, nettoyer, c'est ça qu'il voulait faire. Face au tollé, il a dit « Ah non, mais je vise la situation, je ne vise pas les personnes, etc. » Peu importe, le message est passé. Vers son électorat, on parlait tout à l'heure de populisme, vers son électorat radical, on va nettoyer le parc, on va nettoyer Bruxelles, on va nettoyer notre pays de cette problématique des réfugiés et des migrants, alors qu'aujourd'hui, la réponse que vous nous donnez et qui m'interpelle, c'est qu'il faut changer la devise française vers liberté, égalité, hospitalité.